Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour William, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très bien. C'est le week-end, il fait beau. La semaine s'est bien passée. Donc, puis ce week-end de 3 jours, la fin avant un long moment ou des vacances. Donc, on profite de ce dernier week-end. T'as bien raison. Bon, il y en a qui vont travailler quand même lundi puisque a priori c'est plus forcément un jour férié Ah, comme tout le monde, quoi. tu fais partie de ceux qui vont travailler ou pas? Exactement. Ah, mon pauvre. Mais c'est bien Ok. quand même. Bah oui, bah oui, bah oui. En tout cas, il fait beau. Donc, ça, c'est très cool. Ça, c'est un très bon point, surtout à Paris, donc profitons-en. Mm. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Toi, tu te décris comme un passionné de tests et de qualité. Tu te spécialises dans la mise en place de tests automatisés après audit et définition d'une stratégie pour tes clients. À côté de ça, tu es intervenant notamment à la Paris Test Conf. Et la dernière fois qu'on a échangé, tu étais en train de créer une plateforme de formation sur les tests, notamment sur l'automatisation. Et ça tombe bien parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, voilà pour l'introduction. Est-ce que tu as déjà écouté quelques épisodes du podcast? Pardon, ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose, pardon, à ta présentation? Au niveau de la présentation, je n'ai pas forcément plus de choses à rajouter. Tu as très bien résumé. OK. Je rajouterai juste que du coup, pour ceux qui écoutent, la Paris Test Conf du coup va se passer en octobre. Donc, commencez à acheter les billets Mmh. dès maintenant. Et voilà pour la petite parenthèse. Et sinon, au niveau des podcasts, bah, en fait, pour être honnête, j'ai pas connu le podcast jusqu'à ce que tu me contactes. Et Mmh. effectivement, ben, j'ai écouté quelques épisodes déjà pour prendre connaissance. Et bah, franchement, les sujets sont super passionnants. Ah, bah, merci, c'est sympa. Et Tu sais, si tu m'avais dit, «Non, j'ai pas écouté», enfin, j'ai eu quelques invités qui m'ont dit, «Non, non, non, vraiment, j'ai pas du tout pris le temps d'écouter et tout, je suis désolée», mais c'était, par rapport à ma première question parce que du coup, vu que tu les as écoutés, merci pour tes écoutes, tu pas devines de la souci. première question. Vas-y. OK, donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et puis ce qui t'a amené, à la qualité? Mon parcours. Alors, pour résumer, je pense que j'étais pas forcément prédestiné à être QA, tout simplement puisque j'ai fait un parcours très technique. Mmh mh. Euh, j'ai suivi un parcours d'ingénieur en réseau et télécom. Et je pense un peu comme la plupart des QA que je connais. J'ai été embauché en CDI dans une équipe pour faire une tâche. Donc, ma mission initialement, c'était de prendre en charge toute la partie plateforme de développement, donc le réseau et la partie virtualisation de l'équipe dev et test. Mmh. Et je dirais que c'est un peu un coup de chance de manque d'activité que j'ai commencé à aider un peu l'équipe de test. Et à partir de là, j'ai commencé à apprécier ça. On m'a formé un peu dessus. Et puis, ben, je ne suis plus sorti de la qualité à partir de ce moment-là. OK. Ça, c'était mes débuts. OK. C'était des DV et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, très rapidement, j'en ai eu, on va dire, un peu assez de faire les tests à répétition. Mmh. Globalement, faire la même chose à répétition, essayer de voir que ça ne marche pas ou que ça marche. Et bien évidemment, j'ai commencé à apprendre les tests automatisés. Et quand j'ai commencé à avoir un peu de scénarios qui marchaient, j'en ai parlé du coup à mon manager pour mettre en place tout ça donc dans l'entreprise. Et du coup, j'ai initié la partie test automatisé à ce moment-là. Et depuis,
J'ai continué, sur ma lancée, on va dire, j'ai approfondi, mes connaissances et ben, jusqu'à ce jour, ben, je suis passé, lead QA, et récemment, je suis passé même freelance, dans le domaine et franchement, je regrette pas. Pourquoi tu regrettes pas? Parce que je découvre plein de choses, Mmh. notamment j'ai eu la chance de travailler dans différents domaines. Donc notamment, j'ai fait, la partie télécom. Donc, chez IPC Orange, j'ai fait, du coup les tests sur la partie téléphonie. Après j'ai, changé d'entreprise, j'ai, fait du retail, donc, Mmh. côté, chez Wind, donc, un autre type de produit. Après ça, j'ai encore changé d'entreprise et cette fois-ci, j'ai fait, 2 entreprises qui étaient dans le domaine de la fintech, donc, notamment October et MangoPay. OK. Et toujours dans le cadre, d'un changement d'entreprise, je suis passé dans le nucléaire, chez Sideflow, donc un produit, dédié aux intervenants, sur terrain, on va dire ça, dans de la maintenance. Aujourd'hui, je fais du produit qui est, le pari sportif. Donc je travaille chez TheBet, Mmh. pour toute la partie, test et qualité logicielle et du coup, je pense que si j'étais pas, orienté dans la partie QA, j'aurais pas eu l'occasion de voir plusieurs domaines, plusieurs environnements, ce qui m'a beaucoup apporté en termes d'expérience, Mmh. de vision produit, de vision technique et j'apprends enfin jusqu'à aujourd'hui, je continue d'apprendre et je sais que du coup côté QA, il y a pas de limitation Oui. en termes de domaine, on peut tout tester, on dit souvent que c'est très répétitif, qu'on va tester la même chose, mais au final, comme l'environnement et le produit changent, ben, c'est de nouvelles, stratégies, de nouveaux types, de tests à faire et franchement, enfin, je suis toujours aussi passionné qu'à mes débuts, on va dire ça comme ça. Mmh, mmh, mmh. Non, mais tu as raison, c'est ça qui est génial, c'est que quand on démarre, bon, on se rend pas compte, en fait, de tout le paysage qu'il y a dans le test et tout ce qu'il est possible d'apprendre et comment c'est possible de grandir dedans et puis, en fait, plus on avance et puis on se rend compte qu'en fait, c'est un truc qui est abyssal et Exactement. techniquement, en termes de compétences techniques, il y a tellement d'outils, il y a tellement de manières de faire et comme ça se structure, même si ce sont des métiers qui existent depuis longtemps, ça se structure seulement depuis, les quelques dernières années, quoi et non, non, ouais, enfin, je comprends complètement, ce côté, tu continues à apprendre et tu es content de continuer à apprendre, Exactement et de toute façon, enfin, je pense que je vais me répéter un peu heu, pendant le podcast, mais il faut se former, quoi. Mmh. Si on arrête de se former, on sera vite dépassé et puis, il sera difficile de rebondir en cas de pépin du Mmh, type, mmh, mmh. covid, du type, l'intelligence artificielle. Donc, voilà, je pense que ça va être aussi un petit sujet que je vais me répéter, sur la partie formation. Non, mais il faut, c'est important parce que, sinon tu restes pas employable, en fait. Exactement, Ouais. Bon, on va y venir. ça marche. Alors, le sujet de notre épisode, c'est comment passer de testeur manuel à testeur automaticien. Donc tu l'as présenté un petit peu, dans ton parcours, tu l'as fait. Tu disais tout à l'heure donc il y a 2 choses, moi je me suis rendu compte, qui motivaient les testeurs à passer de l'un vers l'autre. Donc d'abord, l'appétence technique et puis surtout la redondance et la répétition, quand on est, dans la partie manuelle. Donc, hem tu t'en as rapidement parlé tout à l'heure. Est-ce que ça a été ton cas et vraiment ce qui t'a motivé à te dire: «Bon, là, je vais vraiment apprendre des outils pour automatiser, certaines tâches et puis avancer un peu plus» ou vraiment c'était plus la partie appétence technique ou en fait un mélange des deux. Je dirais que c'est principalement, un caractère personnel de base que j'ai. OK. Si je peux automatiser des choses, même dans ma vie, personnelle, je le fais. Du OK. type, enfin, je prends des exemples, toutes bêtes, hein, mais les virements automatiques, les prélèvements automatiques, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui évitent ça et préfèrent faire, par exemple, les opérations manuellement. Mmh mh.
Moi, à partir du moment où je sais que je peux, ne pas y penser et que ça se déclenche tout seul, je le mets en place et je fais un check de temps en temps. Ça, déjà, c'est mon quotidien. D'accord. Et coup de bol, en fait, quand je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je répétais, tous les jours, le classique, c'est le login. Oui. Je me dis: «Ben, il y a forcément quelque chose quelque part qui devrait m'aider à ne plus le faire». Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé, je pense que toutes les personnes qui commencent l'automatisation de tests tombent sur le fameux Selenium Java, Oui. à base, et moi aussi je suis passé par là. Donc j'ai commencé à apprendre ça. Je dirais quand même que j'ai eu un peu plus de chance puisque j'étais dans la partie technique, donc j'ai quand même un background technique. Même si j'ai fait du réseau et télécom, on a eu des modules sur le développement. Donc ça a quand même aidé. Je dirais pas que je suis parti de zéro. Mmh. Donc ça a beaucoup aidé. Mais forcément, quand on commence, on ne sait pas forcément par où commencer. On trouve plein de blogs. La moitié fonctionne tout de suite, l'autre moitié ne fonctionne pas tout de suite. Ça ne correspond Exactement. pas Mmh mh. forcément à notre besoin. Et bah, on s'adapte en fait. Et du coup, petit à petit, on apprend de nouvelles techniques, donc notamment comment débugger. On commence à discuter avec les développeurs, ils nous donnent des petites astuces, ils nous aident beaucoup Mmh. dans cette démarche-là. Il faut jamais s'isoler en fait. Si ça fait peut-être un point de conseil que je donne dès maintenant, c'est quand on commence, il ne faut jamais s'isoler en disant je fais mon petit projet dans mon coin. Il faut être accompagné et pour faire des tests auto, il n'y a il y a personne d'autre qui est mieux que les développeurs qui sont Mmh. dedans tous les jours. Tout à fait. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Certes, j'ai initié la demande, j'ai commencé à faire des choses de mon côté. Je suis pas venu voir les développeurs en mode tu peux le faire à ma place. C'est voilà, j'ai essayé de faire ça. Comment je peux l'améliorer? Qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Et de fil en aiguille, en fait, ben, ça a marché. Et puis, ben, ils m'ont accompagné. Et l'objectif aussi de faire ça, c'est que ils sont embarqués dans ce que tu fais. Mmh. Donc, ils se sentent intégrés, ils ont une main dessus, ils vont vouloir t'aider et peut-être même te proposer des bouts de code pour t'aider à bypasser certaines choses. Et en fait, c'est plus, tu n'es plus dans la position, je suis QA, je vais tester, je vais faire quelque chose pour t'aider, toi, développeur. Ouais. C'est qu'est-ce qu'on peut construire ensemble, puisque ça va m'aider dans mes tests, mais pour toi aussi, plutôt, on aura des retours pour que tu sois Ça rassuré dans faciliterait la le, vie, quoi. voilà, dans le Mmh. test, enfin, dans le développement que tu as fait. Et donc, la construction de base, pour moi, ça s'est fait comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à le faire, hein, c'est pas que je maîtrise tout. D'ailleurs, comme je suis sur différents environnements, bah, récemment, j'ai pris le poste de lead QA, mais sur la partie mobile, ce que D'accord. je n'ai jamais fait avant. Et en fait, là, je suis accompagné par le lead dev qui m'a beaucoup aidé sur la mise en place, les premières installations, comment on appelle ça, le build de l'APK. Mmh. Donc, beaucoup de choses que j'ai jamais fait Oui. et que au final, aujourd'hui, ben, je peux dire que j'ai appris plus de choses, que je pourrais le mettre en place par la suite, que j'arrive à prendre ça en main. Et en fait, c'est comme ça. Donc, la démarche de passer automatisation de test doit déjà venir de la personne en disant, je veux apprendre l'automatisation de test parce que j'en ai marre de faire du test à répétition, Mmh. parce que ça ira plus vite, parce que ça sera rassurant pour les tests de non-régression, ou juste parce que, voilà, je veux apprendre de nouvelles choses. Quelle que soit la raison, en fait, il ne faut jamais le faire seul. Il faut être accompagné. Et, et voilà, globalement, je pense que c'est comme ça que j'ai commencé et que je continue
à faire aujourd'hui. Et dans la formation que tu as mentionnée ce matin, où j'essaie de partager des choses, j'ai déjà donné pas mal de formations dans des centres de reconversion professionnelle. Mmh. Et voilà, j'aime partager. Du coup, je donne les petits tips comme ça du début pour faciliter les choses, puisque quand on commence, chercher les choses par soi-même, ça prend beaucoup plus de temps. Et C'est pas souvent, évident, hein? ben, il y Mmh. a des erreurs qu'on peut éviter si quelqu'un nous l'avait dit un peu plus tôt. Et donc voilà. Ouais, faut se servir de l'expérience des autres, pour pouvoir, avancer, à son tour. Exactement. Tu as toujours rencontré des développeurs justement qui étaient, prêts à travailler avec toi? Parce que, tu sais, il y a un peu cette image bon, on en rigole, hein, Oui. des QA versus les développeurs. Mais bon, j'ai croisé deux trois développeurs qui étaient vraiment, fermés, à ce côté, ouais, enfin les QA ils sont chiants, ils nous empêchent de bosser et tout. Donc toi dans ta partie, au final tu t'es auto-formé, hein, donc quand tu allais, dans les différentes entreprises où tu étais, différentes personnes que tu contactais, tu as toujours eu des retours positifs? Alors pas du tout. Hem, D'accord. c'est clair et net, la vie n'est pas si rose que ça. J'ai rencontré un peu de tout, que ce soit les développeurs, le CTO, le PO, enfin, quelle que soit la personne, bah, il y a toujours des personnes qui sont plus motivées que d'autres. Mmh. Là, je parle des autres, profils tech, hein, mais QA, c'est pareil, hein. Ouais. Il y a de tout. Et je dirais que, pour revenir à ces problématiques-là, globalement, les QA sont considérés un peu, comme le dernier maillon de la chaîne. Bien sûr. Donc globalement, que ce soit au niveau, technique, on va considérer que, il n'est pas suffisamment bon techniquement pour aller comprendre que, voilà, il y a des requêtes API, que, on doit faire des tests, au niveau de la base de données, et cetera. Donc, il y a Mmh. beaucoup de préjugés, on va dire ça Tout à fait. simplement, au niveau technique, de dire, ben, il sera pas suffisamment bon pour le faire. Et du coup, j'ai même pas envie de perdre mon temps à le former, à lui dire quoi faire, à lui montrer, alors que c'est des choses simples. Et du coup, ça peut créer rapidement des barrières. Et Tout c'est à pour fait. ça que je disais tout à l'heure, quand on commence à se former, bah, il faut déjà apporter quelque chose. C'est pas je viens les mains vides, c'est j'ai commencé à faire quelque chose de mon côté, je bute sur quelque chose et tu dis j'ai besoin d'aide sur cette partie-là, etc. Mmh. Donc ça montre déjà ta volonté d'apprendre, que tu comprends au moins un minimum de choses et bah, tu peux discuter un peu mieux avec le développeur ou avec le PO. Ça peut être aussi pas techniquement, mais côté fonctionnel, hein. Un PO qui va dire ouais, mais il ne comprend rien aux règles métiers, au fonctionnement, au produit. Je vois pas qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport au test que je fais, Mmh. ou je sais pas trop, il répète juste ce que j'ai déjà fait, il a pas fait plus que ça, quoi. Et donc cette partie-là, on est toujours dans cette démarche un peu, enfin, je n'aime pas trop le terme, mais en mode, je dois prouver ce que je vaux. Oui, oui. Mais malheureusement, c'est le cas. Aujourd'hui, comme tu l'as mentionné au début, il y a très peu de centres de formation ou plutôt d'universités qui sont vraiment dédiés, par exemple, aux tests logiciels. Ouais. Donc, par rapport à ça, la plupart des QA sont des reconversions professionnelles où, comme moi, ils sont tombés dedans par hasard et bah, on apprend un peu sur le tas. C'est ça. Ce qui veut dire que bah, la plupart du temps, on considère qu'on n'a pas de méthode, qu'on n'a pas de maîtrise, que n'importe qui peut faire le métier de QA, etc. Et tout ça, en fait, si vous commencez dans la QA, prenez conscience que vous allez vous prendre ça dans la gueule Ouais, ouais. sur oui, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait de sa journée, je ne sais pas qu'est-ce qu'il apporte en plus, il n'est pas super bon techniquement. Et ben, à vous de casser ces préjugés. Mmh, 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 mmh. Pour ça, ben, il faut y aller, quoi. Il faut bosser, il faut se former, il faut leur demander et créer une cohésion, puisque dans la qualité, ben, l'un, l'une des choses que vous devez faire aussi, c'est bah, être un peu le maillon central pour rallier le côté technique dev et le côté fonctionnalité PO. Et vous devez mélanger les deux dans vos tests.
Donc, ce qui veut dire que vous devez être bon sur les 2. Ouais, être un bon technico-fonctionnel. Mais c'est dur, hein, Ah, c'est de faire compliqué. changer, Mais c'est une mentalité de base, hein. Même les QA, en fait, c'est ça aussi que j'ai oui, remarqué, quand je donne des formations, même les QA, ils ont aussi, une pensée limitante en disant: «Mais je pourrais jamais le faire. ouais, Mais tout comment à je vais fait. faire ça? Mais le code, non, je lis ça, j'ai mal à la tête, c'est pas pour moi», et cetera. Donc peut-être qu'il y a aussi, le côté où ça vient pas forcément des autres, mais de nous-mêmes, en disant: «Je pourrais jamais le faire», et forcément, bah, les autres vont le percevoir ainsi en disant: «Bah, lui, il veut pas progresser», et puis, ben, ça donne pas envie de vous aider, en fait. Non, mais c'est l'image. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire en communication et en marketing, et en médias là-dessus. En fait, QA, par défaut, en fait, tu es technico-fonctionnel. Tu vas pas te contenter de faire juste du test d'interface parce qu'en fait, tu vas aller voir ce qui se passe derrière aussi, en fait. Quelles implications ça apporte et comment le produit est construit et tout. Mais je suis d'accord avec toi sur la partie limitante. Tu vois, je le vois avec mon équipe. Hem, j'ai une de mes collègues qui est qui a une appétence pour le dev, tu vois? Et qui a quand même des notions, donc qui a pas de problème, si jamais, elle voit une requête sur Postman, elle va prendre le temps de la lire, de la comprendre et puis, si elle peut, la modifier et changer deux trois trucs, pas de problème, elle va le faire, quoi. Et à côté de ça, j'ai un autre collègue qui est pas du tout là-dedans et une simple réponse, tu vois, d'un appel d'API, juste la réponse, il va me dire: «Oh là là, je comprends pas et tout ce que ça veut dire». Je lui dis: «Mais tu sais lire l'anglais, tu parles anglais, tu as juste à lire ce que tu as décrit ici». Si tu vois, si tu rencontres une anomalie, tu as un message d'erreur qui t'est affiché, c'est juste de l'anglais. Prends le temps de lire ce qu'il y a dessus. Moi, je ferais personnellement, je suis nulle en dev, tu vois? J'ai des bases, j'y connais pas, beaucoup de choses, juste, enfin, bon, des trucs très très assez basiques, mais c'est vraiment juste de la lecture, tu vois? Donc tu prends le temps, Oui, tu lis le truc, ça te donne une indication et tu sais où se trouve ton anomalie, tu vois? Et en fait, depuis qu'on en a parlé, je lui ai dit: «Tu vois, te casse pas la tête, juste tu lis et au pire, tu copies le message d'erreur, tu le colles dans Google et tu as ta réponse». Bah, oui, depuis, il est bien, il est content, tu vois, il avance. Donc quand il y a un message d'erreur comme ça, ça lui permet de savoir précisément, où ça se trouve, quoi. Donc ouais, ouais, je suis assez d'accord avec la partie limitante, mais faut redonner confiance, en fait. Parce que tu as un espèce de le gros mot syndrome de l'imposteur, tu vois? Mais c'est vrai parce que quand tu sors de formation, tu te dis: «Bah, j'ai pas forcément la même légitimité parce que je viens de faire une reconversion et puis j'ai pas les années oui. d'expérience derrière, par rapport à l'autre métier que je faisais avant». Et ouais, tu as un peu du mal, mais faut pousser les gens à y aller parce que ces métiers-là se construisent, comme ça, en fait. Exactement. Et je précise que le syndrome, de l'imposteur, c'est pas que pour les débutants, hein. Moi-même Mmh. aujourd'hui, enfin, je fais des vidéos, je fais, des formations, et cetera, mais je l'ai toujours, hein. Le Mmh. fait où: «Mais pourquoi les gens ils m'écouteraient? Qu'est-ce que j'ai fait, de plus par rapport à une autre personne qui est vraiment dans le dev?» par exemple. Quand je parle de clean code, enfin, c'est pas mon métier, Mmh. mais j'en parle. Après les gens, ils vont juger, oui, il dit des conneries ou non, bah, c'est légitime ce qu'il dit. Mais bah, à chaque fois que je le fais, je me dis, «Est-ce que c'est vraiment légitime que ce soit moi qui présente ces choses-là?» Ouais. Mais après je m'en fous, ça aussi c'est un caractère que j'ai, je balance et après, ben, libre à ceux, qui lisent, de juger. Mais voilà, c'est aussi, un aspect intéressant, qui est présent chez chaque personne. Oui. Oui, oui, tout à fait. Bon, en tout cas, faut pas se laisser faire. Faut Exact. faut y aller, faut pas se laisser faire, c'est important. Est-ce que tu as trouvé que c'était difficile de passer de l'un vers de la partie manuelle vers la partie, automatisée? Je pense que comme toute chose,
quand on débute, pardon, c'est forcément difficile. Si Mmh. c'était facile, en fait, tout le monde le ferait déjà de Bien sûr. base. Il faut beaucoup de volonté. Je sais que beaucoup de personnes, quand ils commencent les tests auto, j'ai parlé tout à l'heure de Selenium Java, Mmh. donc tout le monde débarque et commence là-dessus, comme moi, mais on oublie souvent qu'il y a beaucoup de bases, au final, qui sont des prérequis. De type, quand on fait du dev, il y a forcément les lignes de commande qu'on doit maîtriser, côté Linux. Mmh. Si on maîtrise pas ça, ben, si on va utiliser par exemple du Git, ben, c'est en ligne de commande. Si on va commencer à changer des répertoires, à créer des répertoires, à changer des droits, etc., c'est des commandes Linux. Mmh. Ça, c'est des bases. OK. À part ça, plus le temps passe, plus on va se rendre compte que savoir faire des tests automatisés ne suffit pas forcément, puisque derrière, c'est bien beau, comme on dit souvent, les devs qui font du développement, ils vont dire ça marche sur ma machine, mais quand on fait des tests auto, c'est également la même chose. Mmh. Même si ça marche sur ta machine, l'objectif, c'est que ça se lance sur la partie CI. Donc, il y a d'autres compétences qui sont du plus basique en ligne de commande jusqu'au plus compliqué de savoir comment intégrer ça dans un Docker sur la partie CI. Donc, beaucoup de choses à apprendre autour. Et la difficulté, en fait, c'est d'arriver à structurer son apprentissage. De dire, je ne vais pas m'éparpiller, je commence petit à petit, je fais ça, et une fois que j'ai un nouveau besoin, je vais travailler sur ce nouveau besoin. Et petit à petit, on va arriver à un panoplie de connaissances qu'on va pouvoir jouer. Mmh. Donc, imaginons, vous arrivez dans une entreprise, ben, vous tombez sur des stacks techniques ou des outils de type Jenkins, par exemple. OK. Une fois que vous maîtrisez le fonctionnement de la partie CI avec Jenkins, ben, demain, vous changez d'entreprise, vous arrivez sur du GitLab CI, ben, vous devez être capable de vous adapter et de modifier ça. Ouais, parce que vous auriez déjà le corps modèle, en fait. C'est ça. Et c'est la partie enfin, la partie difficulté dessus. Je pense pas que ça soit vraiment le côté technique, mais la partie structurer son apprentissage et vraiment comprendre ce qu'on lit et ce qu'on fait. Parce que les outils sont nombreux Tout à fait. et il faut juste arriver à comprendre un pour pouvoir le dupliquer sur d'autres choses. Et donc, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de dire, OK, j'ai appris ça, il me faut ça, comment je l'apprends, c'est quoi la manière la plus facile ou l'outil le plus facile d'aller apprendre cette nouvelle compétence. Et c'est cette partie-là, en fait, je pense, où on a besoin d'être un peu accompagné. Mmh. Et je considère que j'aurais pu peut-être accélérer mon apprentissage si j'avais, comment on dit ça, si j'avais un peu plus de recul et de conseils en disant, commence par ça, ne saute pas des étapes, tu vas galérer dessus. Et en fait, j'ai eu beaucoup de fois le cas où je saute les étapes, je mets en place quelque chose, ça marche, et le jour où ça casse, ben, il va Tu sais falloir pas comment trouver comment, le résoudre. pourquoi, où Ouais. est-ce que tu as mis la petite ligne de Stack Overflow qui marche pas trop bien Ouais, ouais, finalement. ouais. Et voilà. Et du coup, je pense que c'est vraiment au niveau de la structure de l'apprentissage qu'il faut mettre en place dès le début et suivre petit à petit, quoi. Il faut pas sauter des étapes. Il faut pas dire oui, c'est bon maintenant, je sais faire du Selenium ou je sais faire du Cypress, c'est bon, je peux y aller. Euh, vous allez juste vous prendre un mur Mmh. et votre légitimité, en fait, il va prendre un coup puisque ben, vous dites vous êtes super bon en Cypress ou en Selenium. Au premier problème, ben, la crédibilité, elle tombe, quoi. Ouais. Donc voilà, Ouais, et puis là, le syndrome de l'imposteur, il revient en force. Mais c'est après, ça. je trouve que, tu vois, se casser la gueule, c'est formateur. Parce que là, ça t'oblige vraiment à mettre les mains dans le cambouis et puis tu pas d'autre choix que de t'améliorer, hein, en fait. Je suis d'accord, en partie, on va dire, puisque c'est vrai, c'est formateur, mais il faut prendre en considération qu'il y a des personnes qui, je dirais, ont plus
pas de problème, mais de limitation psychologique Mmh. où, aux moindres remarques, par exemple, ou au moindre échec, bah, ils auront du mal à rebondir. Oui, c'est vrai. Et du coup, par rapport à certaines personnes, il est préférable d'arriver à faire quelque chose en ayant aiguillé, son parcours, que de faire un peu à la dure en disant: «Bah, la vie va t'apprendre les choses, soit Mmh. tu te relèves, soit tu restes au plus bas». Et en fait, dans ces 2 parties-là, au niveau de la formation, je dirais que c'est toujours mieux psychologiquement de se dire: «OK, j'ai réussi à faire quelque chose, que j'ai tenté de faire une première expérience en automatisation de test, ça n'a pas marché, ben, on m'a craché dessus parce que je suis nul et tout ça». Mmh. Je pense que la personne ne voudra plus réessayer les tests auto. Donc Oui. je pense c'est apprendre un peu, en fonction des personnes. Et ben, lors de mes formations, bah, je sais qu'il y a divers profils. Il y en a qui, dès le départ, ils disent: «J'y arriverai jamais», et du coup, tu sais qu'il faut arriver à changer sa mentalité et limite faire avec lui les choses pour dire: «Tu vois, tu as réussi. Je t'ai un peu aidé, mais tu vois, tu as réussi». Et d'autres, bah, ils disent, «Bah, non, dis-moi juste ce qu'il faut faire et je veux me débrouiller tout seul». Mmh. Et c'est en fonction des personnes, mais l'essentiel, c'est de donner, l'envie d'apprendre et de continuer, en fait, dedans. Donc apprendre en fonction des personnes. Mais effectivement, enfin, tout est un peu formateur, mais est-ce que la personne se relève ou pas derrière? Après ça, c'est le caractère un peu de chacun, je pense. Mmh mh. Tout à fait. C'est marrant parce que j'écoute beaucoup de podcasts et hier, j'étais en train d'écouter un truc, je sais peut-être que tu connais, un podcast qui s'appelle enfin, de Paradiso Média, qui s'appelle «L'Affaire». Et ils te font des petites, scénettes, des petits, 5 ou 6 épisodes, par saison, en gros. D'accord. Et là, la saison là que j'étais en train d'écouter s'appelle, Tueur de DRH. Donc Ah! déjà ça te met le Le ça te met sujet. de l'ambiance. Tu vas comprendre où je veux en venir. Et je vais pas spoiler pour les personnes qui veulent aller écouter, mais dès le départ, on te le dit, tu as un mec qui est passé par des entreprises, par des personnes qui ont pas forcément été tendres, qui ont pas forcément réussi à s'adapter à sa manière de comprendre les choses. Et en fait, ça l'a amené à aller tuer des gens, tu vois? Donc ça allait très, Mince. très loin. Ouais, ouais, ouais. Donc écoute, franchement, c'est très sympa comme truc. C'est très triste, mais c'est très sympa, comme histoire, la manière dont c'est raconté et tout. Mais tout ça pour dire que ce que tu dis par rapport à la manière d'apprendre des gens, hem, oui, effectivement, faudrait pas que les personnes qui décident de se lancer dans l'automatisation se braquent, parce qu'il y aura, heu, ils auront été confrontés, en fait, à une difficulté qu'on n'aura pas forcément pris le temps de leur expliquer et du coup, ils vont rejeter le truc en disant: «Bah non, en fait, c'est pas fait pour moi, c'est bon, quoi». Mmh mh. Et ça arrive, je pense, très souvent. Ouais, bon, comme mon exemple était peut-être un peu extrême, mais d'accord. Alors tu parlais de Selenium tout à l'heure. Hem, alors avant d'arriver à Selenium, toi, qu'est-ce que tu as utilisé comme, plateforme pour pouvoir, t'initier et puis, apprendre au fur et à mesure? Ou tu as été directement, dessus? Hem, pour toute personne qui commence, qu'il Mmh. commence à taper automatisation de tests, sur internet, la OK. plupart du temps, ils vont tomber sur le site, de Guru 99, il me semble. Je pense que c'est toujours le cas. Et dessus, en fait, c'est principalement Selenium qui est, mis en avant. D'accord. Donc j'ai commencé comme ça, principalement c'est de l'anglais, par contre. Côté français, j'en connais pas forcément beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai commencé sur l'apprentissage de, Selenium. OK. Et du coup, bah, forcément, bah, on apprend du Java en même temps, essayer de comprendre les choses, le fonctionnement, et cetera. Hem, le petit sujet de switch que j'ai eu, par contre, par la suite, c'est que quand j'ai changé d'entreprise, je suis arrivé dans l'entreprise, avec mes compétences de Selenium Java. Mmh. Et malheureusement, une fois que j'ai commencé, on m'avait dit: «Chez nous,
on fait pas de Java, on fait du JavaScript et on veut que ça soit un framework qui est à base de JavaScript, TypeScript. Et du coup, ben, comme c'était ma première expérience en Selenium, ben, rebelote, en fait, j'ai dû apprendre sur le tas. Mmh. Du coup, c'est la même base, mais j'ai tapé ben, automatisation de test en JavaScript. Et du coup, on est tombé forcément sur du Cypress, du Playwright. Enfin, il y a quelques frameworks de test. Et j'ai été orienté, je sais même plus pourquoi, sur Cypress. D'accord. Et quand j'ai appris Cypress, en fait, la différence que j'ai constatée principalement, c'était que la documentation, ça joue beaucoup. Mmh. Donc, quand j'ai appris du Selenium, en fait, Selenium, il fonctionne avec plusieurs types de langages. Donc, il peut fonctionner avec du Python, du Java, du JavaScript, etc. À l'époque, j'y ai même pas pensé. Mmh. Mais comme Cypress est uniquement sur du JavaScript, je me suis rendu compte que la documentation était très importante et dès le départ, sur le site de Cypress, en fait, tout est indiqué, étape par étape, avec des exemples. Quand tu commences à l'installer, il y a déjà des scripts qui fonctionnent de suite avec des instructions, des commentaires. Et du coup, la prise en main était hyper facile. Mmh. Il n'y avait pas de web driver à installer. Enfin, il y a rien de plus à installer. C'est on installe le package Cypress et ça a marché. Et du coup, ben, limite, j'ai modifié un des scripts qui était à l'intérieur pour faire le premier POC. Et du coup, c'est allé très vite. Mais OK. la difficulté, c'était juste de me prendre ce petit mur en disant, ben, tout ce que tu as appris, bah, tu le mets à la poubelle, tu repars sur du JavaScript, et puis ben, on t'a embauché, maintenant débrouille-toi un peu là-dessus. Mais c'est Ouais. très formateur, hein, comme tu le disais tout à l'heure, tu te prends un peu, c'est pas l'échec dans ce sens-là, mais il faut reprendre les bases, quoi. Mmh, mmh, mmh. Et voilà. Et du coup, ben, je me suis formé sur Cypress. J'ai appris de nouveau du JavaScript. Et bien plus tard, ben, j'ai appris du TypeScript. Et voilà, c'est un peu l'enchaînement logique quand on commence, quand on fait les tests auto, en fait. OK. Et du coup, Donc si je reprends, en gros, le site de Guru 99, voilà, il va sortir dans les premiers résultats de recherche si on tape automatisation. Et ensuite de là, on a des idées vers quoi aller, vers quel framework. Il y en a beaucoup sur Selenium. Donc si on a une appétence particulière pour Selenium ou si on a envie de commencer par là, on continue là-dessus. c'est ça, Et surtout, bah, en fait, comme en dev, on va lire la documentation de l'outil sur lequel on est. exactement. OK. Faut juste faire attention. Je prends un peu de partie de Cypress. Désolé pour ceux qui sont sur Selenium. D'accord. Mais globalement, l'une des difficultés que j'ai vues quand j'ai fait du Selenium, c'était que les solutions qui étaient proposées, par exemple, on a un problème, les solutions qui sont proposées ne sont pas toujours adaptées du coup à la combinaison qu'on a. C'est-à-dire, si on est sur, comme moi à l'époque, du Java avec du Selenium, j'ai un problème, je vais Mmh chercher l'erreur sur Internet comme tout le monde, mh. Mmh. et en fait, je vais trouver des solutions. Mais les solutions, par exemple, ils seront pour Python ou Ah oui. pour autre chose. Et du coup, il va falloir comprendre ce point-là, l'adapter et essayer de le faire fonctionner. Mmh. Ce que j'ai jamais eu aujourd'hui avec Cypress, puisque ben, s'il y a un problème, ben, soit c'est dans la documentation, soit c'est d'autres personnes qui répondent, mais c'est forcément dans le même langage de programmation, c'est forcément en lien avec le problème. Et franchement, ça joue beaucoup pour pas perdre du temps. Et, euh, et voilà. Donc moi, si on me demande perso sur quoi il faut commencer, je dirais Cypress Cypress par direct. défaut. Bon, bah, Euh, écoute. c'est c'est clé en main en fait. Et, euh, et voilà.
Mais je j'ai rien contre ceux qui continuent sur, Selenium ou sur, Playwright ou d'autres frameworks, hein. Je suis ouvert. Je suis même passé sur Appium maintenant, donc Ah, il y a pas de limitation. d'accord. Bah, écoute, en tout cas, Cypress, très bien. Bah, écoute, j'irai peut-être contacter Cypress pour qu'ils sponsorisent, cet épisode, on C'est verra. jouable, hein. D'accord, OK. Bon, bah, très bien pour la météo d'eau et puis après, en fait, bah, c'est vrai qu'internet est une invention qui est incroyable, faut savoir chercher, mais c'est vrai qu'on trouve quand même beaucoup de réponses, mine de rien, en ligne, quoi. Alors, du coup, ma question suivante, c'était quel outil tu as choisi? Mais du coup, on vient d'en parler. Alors, j'ai une question sur l'intelligence, artificielle. Donc en ce moment, tu sais, on en parle beaucoup, on parle même que de ça. Ça commence à être un peu épuisant. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce de fusion qui va s'opérer dans le futur entre le test manuel et le test automatisé, notamment grâce à tous ces outils d'IA qui, ont le pouvoir de rédiger des scripts, hem et en fait de une partie, des automaticiens auraient, une partie de leur travail, en fait, complètement prémâché, tu vois? Donc peut-être qu'à l'avenir, ce sera plus nécessaire d'avoir des compétences en développement, mais juste avoir quelques notions basiques suffiront. Donc je voulais savoir ce que tu en pensais, et à ton avis, comment ça va évoluer dans les 5 années à venir? Je vais tourner un peu, autrement la question. Ouais. La partie IA, on est d'accord que ça reste, un produit, un logiciel. Mmh. Et du coup, si je tourne autrement la question, qui est-ce qui va valider, ces produits-là? Forcément, on perd pas notre boulot, on est d'accord? Non, bien sûr que non. Donc déjà, une petite parenthèse là-dessus, pour les gens qui s'inquiètent de leur travail, côté test, côté QA, tant qu'il y aura des produits sur le marché, Mmh. il y aura toujours du boulot pour vous. Donc vous inquiétez pas là-dessus. Après, il faut se former, hein, ça c'est autre chose. Pour revenir à la partie purement, IA, certes ça peut inquiéter, mais je pense que ça devrait juste inquiéter les personnes qui veulent pas progresser ou évoluer. Mmh. Moi-même aujourd'hui, heu, je l'utilise, donc que ce soit du ChatGPT ou les autres outils, ça facilite les choses. Oui. S'il y a un outil qui me permet d'avancer dans mon travail, si un travail de 3 heures peut être réduit à 1 heure, bah, je le fais. La seule différence, c'est que même si, c'est facile et que ça semble être super et cetera, il faut quand même rester, assez compétent pour faire, la part des choses. L'exemple que j'avais, publié sur LinkedIn la dernière fois, c'était si vous allez taper par exemple aujourd'hui, sur, ChatGPT, une demande, de script ou de structure de Cypress, mais en fait, il n'est pas à jour. Donc il y aura pas les mêmes dossiers, il y aura pas la même configuration et ça veut dire que vous allez potentiellement, reprendre un projet qui, date d'il y a 2 ans en termes de structure et une fois que vous allez l'implémenter, Cypress va vous demander de mettre un niveau et cetera et ben, voilà, ça demandera du travail potentiellement supplémentaire. Oui. Donc il faut arriver à faire la distinction entre je vais me baser uniquement sur l'IA pour faire mon travail et je vais me baser sur l'IA pour me proposer, même, on revient à la formation, mais même si on veut demander, propose-moi un parcours de formation pour, être automaticien, il va vous le proposer. Donc commencez par ça, 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 et vous allez juste l'utiliser. Mais voilà, moi, mon avis là-dessus, c'est quels que soient les outils, ben, c'est comme toute chose, hein, quand on a créé les ascenseurs, personne ne voulait y monter parce que c'est dangereux, parce que tout ça. Mais au final, c'est un outil comme un autre. Donc, il faut juste l'exploiter à fond, Mmh. mais faire la part des choses. OK. Voilà, ça c'est mon avis. D'accord. Bon, bah, écoute, ça répond bien à ma question. Je suis plutôt d'accord avec toi. Ça sert à rien d'être contre, les avancées technologiques de toute façon, on n'a pas le choix. Comme disait Michel Sebon, enfin, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, c'est l'avancée naturelle des choses. Les humains ont besoin de créer toujours, découvrir des trucs et bah, soit tu vas avec,
soit en fait, tu restes complètement perdu, complètement en arrière et puis, c'est toi qui perds au final, quoi. Ouais. Bah, en parlant de formation, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta plateforme de formation? Oui, il faut savoir que c'est, le tout début. Ouais. Initialement, en fait, j'ai voulu faire que des workshops. Je me suis rendu compte que déjà je dispose pas suffisamment de temps, entre ma famille, mon job principal, le coaching. Je me suis dit: «Bon, bah, ça demandera beaucoup de temps, à mettre en place, Mmh. mais une fois que c'est fait, ce qui est fait n'est plus à faire». Du coup, je me suis dit: «Tiens, je vais me lancer là-dessus» et comme toute chose, je pense que toi, tu t'es lancé dans le podcast, tu as dû apprendre à parler, à faire tes scripts et cetera et en fait, c'est la même chose pour moi. Donc quand je dis: «Je continue à me former», je continue à me former même pour faire les formations. OK. Là, c'est au tout début, donc j'ai commencé à faire mes premiers cours et je continue en fait à faire les enregistrements, vidéo principalement pour alimenter, les cours et l'idée c'est, orienté automatisation de tests, mais comme je le disais tout à l'heure, ça va vraiment commencer par les bases. Donc je vais diffuser des cours en partant limite de zéro. Donc comme si c'était une personne tellement novice qui n'a jamais, touché à internet, enfin c'est un peu exagéré, Oui, oui. mais je pars de là et tous mes cours en fait, ils vont être vraiment structurés un peu en mode, débutant et le prochain cours qui sortira principalement, ça va être sur les sélecteurs web. Donc j'avais lancé un petit, sondage sur internet en disant: «Ben, par où on devrait commencer, sur les tests, tests auto?» et bah, c'est ressorti en premier les sélecteurs, web D'accord. et du coup, je pars là-dessus. Donc bah, n'hésitez pas, à regarder, heu, ça devrait sortir prochainement, je ne sais pas quand exactement, Bon, bah, mais c'est tu me sur le feras signe. prochain. Exactement. De toute façon, je vais mettre, tous les liens dans le descriptif de l'épisode et puis, les gens pourront toujours me contacter et je leur filerai ça. Parfait, merci OK. beaucoup. Bah, écoute, moi, je te souhaite, bon courage dans ce projet parce que les side projects comme ça, c'est vrai que c'est assez chronophage et faut beaucoup de persistance et de concentration, pour pouvoir arriver à sortir quelque chose donc bravo déjà à toi de te lancer là-dedans et puis bon courage. Merci beaucoup. Alors William, on arrive sur, la fin du podcast. Est-ce que tu as une question pour moi? Une question, bah, oui, j'ai peut-être une question. Mmh. Heu, Aujourd'hui, si je me trompe pas, tu t'es pas encore lancé dans les tests auto Non. et ma question qui, je pense, va répondre aussi à d'autres personnes. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, réellement t'en empêche? C'est quoi ton blocage? Est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est le temps? Enfin, qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'empêche vraiment de te lancer dedans? Enfin, à fond, quoi. Mmh. Je pense l'indécision. L'indécision et le temps. Je t'avoue que j'ai vraiment la tête dans 25 000 trucs à la fois. Depuis le début d'année, j'essaie de me concentrer un peu plus sur des trucs, bon, le boulot, mes trucs perso et le podcast, tu vois? De répartir ça comme ça. Mais ouais, ouais, vraiment prendre le temps de le faire. Je sais qu'il faut que je le fasse, mais c'est pas évident parce que j'ai envie de partir sur de l'automatisation, j'ai envie de partir aussi sur de la cybersécurité et j'ai envie de partir sur comment ça s'appelle? De l'accessibilité. Donc tu vois, faut que je fasse un choix à un moment donné et tu me diras: «L'un n'empêche pas l'autre». Mais là, trouver le temps, me poser et puis me dire: «OK, je vais aller dans cette direction», c'est un peu compliqué. Mais bon. Je comprends, je comprends. Ben, je sais pas si ça peut t'aider, mais je vais quand même le dire. Mmh. Hem Et je pense que tu le sais déjà. En fait, on a tous 24 heures dans la journée. Oui. Le temps, en fait, personne ne va jamais te donner le temps. Bien sûr. Donc, c'est à toi de le prendre,
mais c'est comme tu l'as déjà mentionné, c'est une histoire de priorité. Donc, une fois que tu as structuré ta priorité, et je pense que c'est aussi le, l'un des problèmes de tout le monde, c'est que peut-être la partie automatisation de tests n'est pas forcément dans les top listes des choses qu'ils doivent faire. Mhm. Et par rapport à tout ce qu'on s'est déjà dit avant, les problèmes, limitations et tout ça, je pense que voilà, si le jour où vous décidez vraiment d'y aller, bah, ce sera facile de le faire. Globalement, c'est juste ça. Et je te souhaite d'arriver à trouver ce temps-là pour Merci. passer, que ce soit sur la partie cybersécurité, enfin, je te le souhaite. Merci, merci. Bah, va bien falloir, hein, va bien falloir. Et, je vais me concentrer en tout cas. C'est déjà très bien comme ça. Ok, bon, alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je suis un peu partout. Mhm. Je vous donne déjà mon adresse perso. Enfin, je rigole, mais sinon on va débarquer chez moi. Ça me fait trop plaisir, mais bon. Non, globalement, je suis très présent sur LinkedIn. Mhm. Je suis également côté Paris Test Conf, donc en tant que co-organisateur. À part ça, j'ai un blog William Realitera où je diffuse un peu les blogs, les conférences que j'ai déjà faites. Mhm. Et ben, à partir de maintenant, je serai également présent sur la partie formation. Du coup, je te passerai le lien de la formation Yes. euh, pour, euh, pour les personnes qui seront intéressées de se former. Et principalement, voilà. Euh, je suis assez présent. Je suis également sur tout ce qui est plateforme d'échange rattachée aux tests logiciels, Mhm. notamment le Slack, la test communauté pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà. Déjà avec Ok, ça, vous bon. pouvez me retrouver. Oui, je pense que déjà, je mettrai tout ça dans tous les cas dans les liens de l'épisode. William, écoute, merci beaucoup. Ça y est, on a terminé. Merci à toi de m'avoir invité. Et C'était puis, super. bah écoute, je pense on se recroisera. Le monde du test, au final, il est assez petit. Donc, je pense qu'on va se recroiser pas longtemps. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi Je te souhaite une excellente journée. également. Bonne journée. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.